Gérald, naissance 1962, nous sommes en Algérie, on revient, on passe un peu du côté de Sciences Po, d'HEC, d'Oxford, un master en finance, et puis un premier job, tout premier job. Ta première carrière, tu es chez IBM, c'est une expérience qui va être marquante pour toi, avec notamment 3 destinations à l'international, la Russie, le Japon et les États-Unis. Raconte tout. Ah oui, alors ça c'est le plus marquant parce que en fait on découvre ce qu'est manager dans des environnements multiculturels. On découvre par exemple que dans des groupes aussi importants que IBM à l'époque, mais après j'ai découvert d'autres groupes, que la parole donnée ne vaut pas pour tout le monde, n'a pas la même valeur pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut communiquer sur une information qui va être vécue par un Japonais, un Allemand, un Américain de façon totalement différente. Donc ça, c'est un apprentissage qu'il vaut mieux avoir assez tôt, parce que même si on est une start-up, on parlera de start-up tout à l'heure, j'imagine, même quand on est une start-up, la vocation, c'est pas de rester en France, c'est d'aller à l'international. Et donc, plus vite on comprend que le monde est devenu un monde sans frontières, mieux on se porte. Et des 3 pays, lequel t'as le plus plu ou le moins plu? Alors là, franchement, c'est difficile parce que moi, j'ai fait des arts martiaux quand j'étais jeune. J'ai été très investi là-dedans. Donc le Japon, pour moi, c'était très important. Après, j'adore les États-Unis, de façon générale, New York en particulier. Moi, je vivais à New York, donc j'étais vraiment comme un loir, j'étais heureux comme tout. Et puis, la Russie, c'est une expérience unique. Les Russes, en fait, sont très attachants. C'est-à-dire qu'en fait, alors, quand je dis ça, on pense tout de suite à aujourd'hui. On a des images, voilà. Ouais. Mais la réalité, c'est que les Russes sont très attachants. Et moi, j'ai toujours des liens avec des personnes que j'ai eues dans mes équipes il y a 15 ans, 20 ans. Et ils sont vraiment très chouettes. Et au niveau piratage des données des 3 pays, le meilleur, c'est lequel? Allez, après, dans le changement de décor, on arrive chez Capgemini. Donc là, tu vas notamment diriger une belle filiale de 4000 personnes. Belle aventure aussi pour toi? Ouais, très belle, parce que là, j'arrive dans un environnement, là, je suis PDG d'une structure très indépendante, qui perd de l'argent, et la mission qu'on me donne, c'est de la redresser. Donc là, j'ai vraiment carte blanche. En plus, Capgemini, comme on le sait, c'est un modèle de l'art en matière de management des services. Donc on apprend vraiment le métier de délivrance des services, et pas uniquement de les vendre. Donc moi, j'ai beaucoup appris là-bas, avec des équipes incroyables, dont la plupart, d'ailleurs, sont toujours dans mon réseau, mon écosystème de relations. Donc moi, j'ai adoré Capgemini. Ce matin, il y avait le patron de Capgemini sur BFM Business qui disait que c'était génial le rachat d'Altran. Tu confirmes que c'était une bonne idée ou pas? Je pense qu'ils ont fait une bonne opération, ouais, parce que c'était un métier très complémentaire à ce que faisait Capgemini jusqu'à maintenant. Donc ouais, je pense qu'ils ont fait une bonne opération. Ensuite, HP. Belle aventure chez HP aussi. Tu seras notamment patron de HP France. HP, ils se sont scindés en 2, là. Ils sont foutus de côté les imprimantes. Il fallait faire ça aussi ou pas? On ne s'est pas scindé en 2, on s'est scindé en 4. En 4. En réalité. HP, en France, c'était 10 000 personnes. J'ai présidé cette entreprise pendant 8 ans, puis après, HP a pris la décision au niveau mondial de segmenter l'entreprise pour être small is beautiful, hein, plus agile. Donc on a séparé d'abord les PC et les imprimantes, ce qui était un gros morceau chez HP. On a séparé ensuite l'infogérance, qui était un énorme morceau, parce que je rappelle qu'au passage, on avait racheté EDS. Tout le monde se souvient de Ross Perot et des histoires candidat à l'élection présidentielle américaine. Enfin, c'était un monument. Et puis après, on sépare le logiciel. Alors là, évidemment, alors là, je suis passé à l'Europe. J'ai dirigé l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, mais le scope était différent. Donc là, je me suis dit, tiens, il est peut-être temps de faire autre chose, quoi, quand même. Alors, un petit passage chez Oracle, et puis depuis 2018, tu as atteint ton nirvana professionnel chez SAP. Un mot sur ce géant allemand. Je n'aurais pas dit combien mieux, Nirvana. Oui. Donc, non, en fait, SAP, que tout le monde... Alors, 80% des transactions qu'on fait tous les jours, carte bancaire, carte vitale, peu importe, toutes les transactions, 80% transitent sur un système SAP. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Ce qui est intéressant chez SAP, c'est que c'est le leader mondial du logiciel d'application, mais c'est surtout la première tech européenne. Et on ne le dit pas assez, on va le dire de plus en plus, mais on est la première tech européenne. Donc on est une société, on est entre les mastodons américains et les grands géants asiatiques qui commencent à émerger. Et la deuxième société tech en Europe, Cocorico, c'est Dassault Systèmes, oui. Magnifique entreprise, mais qui en capitalisation est quand même plus petite. Et puis après, on descend vraiment plus bas. Donc il y a une urgence à fabriquer des géants de la technologie. Européen, pardon. Et donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que SAP donne les moyens au pays d'investir. Donc depuis on a un fonds d'investissement à l'intérieur de SAP. On a aussi un accélérateur de start-up.
Et depuis que je suis là, on a racheté 2 sociétés. Recast Artificial Intelligence, qui évidemment est dans le domaine du chatbot, qui était à Station F et qu'on a racheté. Et puis on a racheté aussi le leader du RPA, alors c'est totalement horrible à traduire, Robotic Process Automation, mais c'est l'automatisation des processus. Donc on a racheté ces 2 pépites. On a aussi placé de l'argent dans des startups. Pris des participations minoritaires, des sociétés très connues, Shipeo, qui est un leader du transport et de la logistique, Anjaro, qui est dans le domaine du HR, des belles sociétés qui sont devenues ou vont devenir des licornes, voire plus. Donc on passe beaucoup de temps sur l'innovation, beaucoup de temps sur les startups, beaucoup de temps à identifier les innovations de demain. 2018, 2019, 2020, 21, 22, ça fait 5 ans que tu es chez SAP. Avant, le DG, il avait une durée de vie de 15 jours. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, tout le monde me pose la question et j'ai pas la réponse, moi, parce que ça m'appartient pas. Non, mais c'est vrai. Parce que il faut peut-être pas avoir cet objectif. Il faut pas avoir l'objectif de rester. Il faut faire son mieux, travailler, donner de la valeur. Moi, j'ai toujours dit à mes collaborateurs et à ceux qui travaillaient pour moi, quelles que soient les entreprises, quand on se plaît plus quelque part, il faut partir. C'est vraiment le matin, il faut se lever en se disant, je vais aller au travail et je suis heureux d'y aller. Parce que j'ai envie de générer de la valeur et j'ai envie de me faire plaisir avec les gens. Parce que c'est ça, en fait. La vie, c'est des rencontres. Donc, quand on se plaît plus, il faut partir. Et quand on se plaît, ça fonctionne. Moi, j'ai plutôt eu ça. Et t'es heureux, t'es heureux. Super. La RSE, les enjeux, c'est stratégique, vous en foutez, c'est quoi? Alors, la RSE, c'est un mot très vaste. On a plusieurs chantiers de focus. L'environnement, parce que je rappelle qu'SAP, c'est une entreprise allemande à l'origine, donc l'environnement, le vert, c'est super important pour nous et on investit beaucoup sur tout ce qui touche autour de la décarbonisation, etc. Mais après, d'autres chantiers qui sont... quelque part, qui peuvent être liés parce que c'est des zones d'intérêt, mais la diversité homme-femme, on est très, très dedans. Et on l'est dedans, de toute façon, je le suis dedans en général depuis le début de ma carrière, parce que je suis convaincu que quand on sera dans un monde équilibré, le monde ira mieux. Mais nous, en plus, dans la tech, on a beaucoup de mal à attirer les femmes, plus de mal que d'autres, on va dire. Et donc, on s'y est beaucoup employé. On a plutôt bien réussi chez les jeunes. On a un équilibre d'embauche, 50-50, donc on recrute quand même 300, 400, 500 personnes par an, et on est à l'équilibre homme-femme, donc on est super content. Ensuite, et en particulier dans les services, c'est plutôt bien, et dans la R&D aussi, très très bien. Après, on a plus de mal à nommer des femmes managers et à les faire réussir. Quand je suis arrivé chez SAP, curieusement, les femmes qui échouaient, c'était parce que c'était finalement toutes les femmes qui échouaient. Et quand un homme échoue, on se dit, il mérite une autre chance. Donc ça, on a totalement changé les choses et on a lancé un programme de coaching et d'accompagnement. C'est-à-dire qu'en fait, on coach les femmes. Business Women Network. Exactement. Exactement, Business Women Network. Et on a décidé de coacher les femmes au niveau du comité de direction. Comme ça, on ne peut pas nous raconter des tarabistouilles. Quand on nous dit cette personne n'est pas au niveau, on la connaît, on l'a vu fonctionner, donc on la connaît. Après, l'inclusion. On fait beaucoup de choses dans l'inclusion, le handicap en général. On a testé et on s'est aperçu finalement que les personnes qui ont des handicaps développent des qualités que des bien portants, entre guillemets, n'ont pas. Donc on teste plein de choses. L'autisme, par exemple, on a un programme sur l'autisme et qui marche très très bien. Voilà, donc on s'intéresse à tout ça. On est vraiment dans le modèle de Michael Porter, qui est professeur à Harvard, que j'aime beaucoup, et qui avait sorti un modèle il y a quelques années sur la redistribution des bénéfices. C'est-à-dire son idée, c'était shared model. Et l'idée, c'est de dire, si je fais des profits à un endroit, si je les redistribue, ça me reviendra forcément. Donc si je suis à Grenoble, si je redistribue une partie dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les autoroutes, et que je crée un environnement extrêmement attractif, tout le monde va vouloir venir travailler dans la région de Grenoble, tout le monde va vouloir investir, et finalement, j'en tirerai un profit au final. C'est un super modèle que nous, on essaye chez SAP d'appliquer, et qui marche plutôt bien. On est dans plusieurs zones, on essaie de l'appliquer, ça marche bien. Au niveau donc, des enjeux pour SAP, dont tu parlais tout à l'heure d'investissement dans les startups, toi aussi, à titre personnel, tu as mis des sous, tu as investi? Pas chez SAP. Hein. Non, pas chez SAP, mais dans les startups. Oui, j'ai investi parce qu'on ne peut pas avoir une action qui n'est pas cohérente avec son discours. Donc moi, j'ai toujours cru à l'entrepreneuriat, j'ai toujours cru à l'innovation, donc j'essaye d'investir. Mais par contre... Et alors, sur quels critères? Parce que ça nous intéresse tous. Parce que d'abord, est-ce que tu t'es planté? Une fois.
Bon, ça c'est le minimum. Sur J'ai combien? investi 10 fois, je me suis planté une fois, et d'ailleurs, ça m'a fait mal au cœur parce que celle où je me suis trompé, c'est celle qui avait une. Enfin, c'est pas celle, elles ont toutes de belles idées, mais celle-ci avait une superbe idée. Donc peut-être elle réémergera un jour, mais ça m'a fait vraiment mal au cœur, non pas de perdre l'argent, parce que ça, c'est la vie de l'investissement, mais vraiment de l'avoir échoué. Par contre, mes critères, c'est. Moi, j'aime bien quand il y a de la tech, un enjeu tech, parce que c'est mon ADN. Et puis après, j'ai un deuxième critère. Alors là, qui est très spécifique, parce que moi, j'aime m'investir. Donc, je demande, quand j'investis, je veux être au board, et je veux m'investir. C'est-à-dire que je veux être acteur d'un ou deux programmes pour accompagner les dirigeants. Et tu as le temps, Gérald, de faire ça? Je le trouve, parce que d'abord, je dors peu, et puis parce que ce que je fais là m'enrichit dans mon management chez SAP et chez HP précédemment. Vraiment, on en tire de la valeur, parce que quand on est avec des jeunes entrepreneurs, on a vu Maxime, bien sûr. On leur apporte quelque chose, mais on se prend aussi des gifles, parce que de temps en temps, ils ont des idées fulgurantes, et on se dit, mais mince, pourquoi je fais pas ça chez HP ou SAP, peu importe, pourquoi je fais pas ça? Et quand on le fait, on s'aperçoit que ça marche. Et inversement, ils sont en attente de conseils de briscards qui ont tourné, qui ont vécu, qui ont eu leurs échecs. L'expérience, monsieur. L'expérience, exactement. Alors dis-nous, avec le recul, le plus beau métier du monde, c'est dirigeant d'entreprise ou c'est archéologue? Voilà. Alors, bon, moi, j'aurais rêvé, quand j'étais jeune, je voulais être archéologue, je voulais être prof d'histoire, j'adore l'histoire, donc je me rattrape, puisque j'écris des bouquins, je fais plein de trucs là-dessus. Mais oui, j'aurais voulu être archéologue. Ouais. C'est vraiment, plus exactement, anthropologue. Anthropologue, d'accord. Et donc, voilà, quand j'ai du temps, vraiment du temps, ce qui est tu fouilles. Ce qui est la denrée la plus rare. Tu lis. Je lis, j'écoute des podcasts, on parlait de podcasts tout à l'heure, et j'adore découvrir l'origine des hommes, etc. Alors, tu adores aussi le sport et notamment le rugby. Est-ce qu'on va le gagner, ce tournoi à destination ou pas? Il y a des témoins ici. Alors, Maxime parlait de Thierry de Sautoir, d'ailleurs, qu'on a invité. Oui. C'est le hasard incroyable. Oui. Il y a 15 jours, on a fait un kick-off chez SAP et on a invité Thierry, qui est un homme absolument... extraordinaire. Je sais pas, oui, Maxime, mais qui est absolument remarquable. Vraiment. Ouais, je pense qu'on va le gagner. Ouais, parce que on va gagner. Il y a un seul truc qu'il faut régler dans l'équipe de France. On le voit depuis des années. Et là, l'équipe c'est le président de la Fédé, non? Pardon? C'est le président de la Fédé? Non, c'est pas ça. L'équipe est jeune, dynamique, mais on a un peu de mal, souvent en deuxième mi-temps, à tenir... Surtout les 10 premières minutes. Hein. Voilà. Et ça, c'est systématique. C'est presque pas systématique, mais c'est souvent. Donc je pense qu'à part ce point-là, quand on regarde l'équipe, elle est jeune, elle est dynamique. Il y a du culot, Ouais, et puis le 9, on le connaît, le meilleur joueur du monde, c'est incroyable. Il a une pêche incroyable. Puis un Catalan en 15. Exactement. Ouais. Ah, en plus. Alors, et pour avoir les questions spontanées, côté vin, là, t'adores aussi les bonnes choses et le bon vin. Gérald, depuis longtemps, tes derniers coups de cœur ou tes tendances du moment? Alors déjà, on avait dîné un soir. Absolument. Avec mon épouse. On a dîné plusieurs fois d'ailleurs. Elle garde ça en tête. Oui. C'est qu'elle avait découvert chez toi un chassagne Montrachet dont elle se souvient encore. Donc je dirais en vin blanc, je dirais chassagne Montrachet parce que c'est voilà. Après, moi j'aime bien Chaspline, j'aime bien Smith au Lafitte. J'aime bien Marsanais aussi, dans une autre région. Ah oui, c'est bien. T'es ouvert, quoi. Que je trouve très bien. Ouais. Vous avez une carrière de dirigeant qui est déjà très longue et très belle aujourd'hui. Il n'est pas très vieux, quand même. Hein. Non, mais justement, c'est d'autant plus remarquable. Et une carrière de dirigeant, j'imagine, ça va avec des hauts et beaucoup de succès, bien sûr, mais aussi avec des bas et des moments de remise en question personnelle. Est-ce que vous pourriez nous partager un moment comme ça où vous avez douté, où vous vous êtes posé beaucoup de questions et comment vous l'avez traversé? Vous avez 3 heures, monsieur Carsanti. Voilà, je vais commencer. À plus ou moins 5 minutes, je vous l'accorde. Non, alors, c'est pas que... Vraiment, parce que ma réponse peut apparaître vraiment être une non-réponse. Donc, je prends cette précaution oratoire pour dire que, sincèrement, je n'ai pas vraiment eu de bas. Parce que je pense que c'est... moi, j'ai malheureusement perdu mon père l'été dernier. Il avait 93 ans, il a une super vie. Et c'était un homme d'un enthousiasme et d'un dynamisme incroyable. Il m'a transmis, je pense, ça. Et il m'a dit, ce que j'ai appris de lui, c'est on s'apitoie jamais sur son sort, on va de l'avant, on est toujours optimiste. Et je pense que l'optimisme, et d'ailleurs j'enseigne le leadership à HEC depuis 17 ans, ce que je dis à mes étudiants, la première chose que je leur dis, il n'y a pas de leader pessimiste, ça n'existe pas. Donc ça ne veut pas dire que je n'ai pas rencontré des problèmes, mais j'ai toujours essayé d'en faire des forces. Donc ça m'est arrivé. Je dirais que mon principal problème que j'ai pu avoir, 1 ou 2 fois dans ma carrière, une fois quand j'ai travaillé pour quelqu'un que j'appréciais moyennement, mais une fois en... C'était qui? En long...
une fois en longtemps. T'étais qui voilà. Ouais, je le mettrai dans une enveloppe tout à l'heure. D'accord, oui. Et, Ah, les enveloppes, et oui. puis parfois, ça nous arrive l'ennui. Moi, je supporte pas de m'ennuyer, donc quand vraiment, alors ça m'est pas arrivé souvent, mais quand on s'ennuie, il faut partir. Vraiment, je pense vraiment. Moi, du coup, je vais prêcher pour ma paroisse. On parlait de start-up tout à l'heure. Vous étiez en train d'expliquer qu'il y avait des grosses volontés de collaboration avec les start-up aujourd'hui, des rachats, etc. Comment ça se passe exactement dans un grand compte qui est SAP aujourd'hui, hein, c'est un géant, qui n'a forcément pas la même vitesse d'exécution que peut l'avoir une start-up. Comment est-ce qu'on gère ces différences de vitesse, de fonctionnement, de process? Comment est-ce qu'on structure une boîte qu'on récupère et qu'on intègre à l'intérieur? Et en même temps, comment est-ce qu'on permet de garder la vélocité qu'elle avait en amont? Bonne question. Alors, déjà, il y a un principe, c'est que tout ce qui est notre accélérateur de start-up, il est à part. C'est-à-dire qu'on l'a structuré à part pour qu'il reste à part. On a à la tête un homme remarquable qui s'appelle Sébastien Gibier, qui gère ça à part et qui fait un travail absolument gigantesque, qui connaît tout le monde des startups. Et quand on rachète des sociétés, par exemple, typiquement Recast Artificial Intelligence, on les rachète pas parce qu'on trouve qu'il y a un bon coup à faire. On les rachète parce qu'on pense que leur offre est intéressante dans notre panorama. On les rachète aussi parce qu'on pense qu'on peut les aider à accélérer. Mais en même temps, on les intègre, on les laisse vraiment indépendants, tout en faisant en sorte que les leaders de cette start-up puissent jouer des rôles chez SAP. Exemple, une des fondatrices de Recast Artificial Intelligence est aujourd'hui le leader mondial du développement de l'intelligence artificielle d'SAP, mondial. Donc ça, c'est génial, parce que du coup, ça donne une image à toutes les startups qu'on ne rachète pas juste pour histoire de racheter, de faire de la plus-value, je ne sais pas quels peuvent être les objectifs. Nous, nos objectifs, c'est vraiment d'intégrer dans la chaîne de valeur, numéro 1. Numéro 2, c'est d'apporter de la valeur au client. Numéro 3, c'est de faire en sorte que cet apprentissage, on va aussi l'avoir en exploitant les compétences de ces personnes chez SAP. C'est sûr que quand vous avez la patronne de Recast qui arrive chez SAP au développement, elle bouscule un peu des trucs. Hein, donc, et c'est pas mal, et c'est plutôt pas mal. Donc c'est comme ça qu'on le gère. Je pense qu'il faut essayer de garder en permanence la vélocité que l'on vient d'acheter. Sinon, c'est stupide. Mathieu, le patron de cette belle agence, c'est Boca. Merci. D'abord, je me retrouve dans beaucoup de sujets que vous abordez. Les femmes, les startups, le handicap, c'est des sujets qu'à notre humble niveau, on accompagne aussi beaucoup. Gérald est marié depuis 30 ans à la même. Oui, ça n'empêche pas, mais en tout cas, c'est vrai que dans une entreprise de tech, réussir à recruter à 50-50, c'est pas facile, ça veut dire qu'il y a plein de choses derrière. On a presque l'impression d'être sorti de la pandémie quand on est tous là ce soir, sans masque. Ça fait du bien. C'est une bonne nouvelle. Oui. Justement, par rapport à ça, après 24 mois, qu'est-ce que vous en retenez de cette période? Qu'est-ce que ça a fait changer chez vous, ou pas d'ailleurs? Est-ce que ça vous a donné des idées particulières, mettre en place des choses spécifiques? On en parlait tout à l'heure en particulier avec Maxime, parce qu'il était en contact avec des personnes chez SAP. En fait, nous, déjà, moi, à titre personnel, c'est le choc le plus total, parce que moi, j'habite en plein cœur de Paris, je cours beaucoup, je fais beaucoup de sport. C'est quand même faire des footings pendant des mois, enfin au moins des semaines, à Paris sans voir une seule personne. Et pendant X minutes, là Bon, c'était pas Walking Dead, parce qu'il n'y avait pas de mort dans la rue, mais c'était vraiment étrange quand même. Hein, c'était une période étrange. Quelque part, on a redécouvert des choses. Hein, la nature a refait surface. On a vu des choses émerger en matière de... Moi, c'est là, je dois le dire, je le dis humblement, c'est vraiment là que j'ai pris conscience de la notion d'environnement. Vraiment. Je dois dire qu'avant, je m'en préoccupais, mais ce n'était pas mon thème majeur. Après ça, j'ai commencé à vraiment me préoccuper de ce sujet. Après, dans l'entreprise, ça nous a amené à changer complètement notre modèle. Bon, il ne faut pas exagérer non plus quand on reviendra à un moment donné à un équilibre, mais n'empêche que, comme on le disait aussi tout à l'heure, il y a des salariés qu'on ne pourra plus attirer si on n'est pas capable de leur offrir un modèle de flex organisation, c'est-à-dire en fait du temps à la maison, du temps au travail, du temps de collaboration, mais aussi du temps pour eux chez eux, parce qu'ils s'organisent différemment. On ne pourra plus. Il y a des segments. Alors les commerciaux voudront toujours venir au travail, mais nous, la R&D, les services, etc., honnêtement, il faut avoir des modèles totalement différents. Ensuite, Maxime, je paraphrase Maxime, et c'est parce que je suis totalement d'accord, c'est plus des bureaux. En fait, on va avoir des espaces de collaboration. Donc il faut les repenser totalement, les redesigner pour pouvoir permettre l'échange. Il faut permettre l'échange. Il faut que les gens viennent en se disant « je ne viens pas au bureau pour faire un call ».
ou plusieurs calls, ça n'a aucun intérêt, c'est totalement stupide. Alors qu'avant, c'est ce qu'on faisait. Hein. On venait, on faisait des calls, on faisait des réunions qu'on pouvait très bien faire en Teams. Voilà. Non, on vient au bureau parce qu'on a envie d'échanger avec des personnes et on sait que ça ne va pas se passer bien si on n'est pas avec eux dans une même salle à partager des idées. Donc il faut des espaces de collaboration. Et ça, je pense que ça va rester. Frédéric, le patron de cette belle boîte de crèche, Léa et Léo, qui toi, tu as du mal à faire du télétravail avec les personnels de la crèche quand même. Hein. Oui, j'aurais du mal à télétravailler. Ouais. Et après, Marc Sabaté pour la dernière question. En fait, moi, ma question, c'est surtout comment vous faites pour vous organiser. Enfin, votre temps de travail, je vois, vous avez une énergie débordante, vous faites plein de choses, et comment vous vous organisez? On a même posé la même question à Clara Guémard il y a quelques années. À titre personnel, vous voulez dire? Oui, à titre personnel. Oui. Comment vous organisez votre temps pour faire tout ça? Il a divorcé 7 fois. Non, il a besoin de sous pour les pensions alimentaires. On peut le dire, il faut être bien entouré. Voilà, premièrement, il faut être bien entouré. Et puis surtout, moi j'ai un avantage, je dirais biologique, je dors très peu. Je dors 4 heures, 4h30, ça me suffit. Donc ceux qui dorment peu le savent, c'est un avantage. Et je me suis dit très tôt, autant tirer, parce que quand on se réveille, on se couche à 2h et qu'on se réveille 4 heures plus tard, ou qu'on se couche à 1h et qu'on se réveille à 5h, on peut avoir des moments de solitude si on fait rien. Donc moi je me suis dit, autant exploiter ça pour apprendre, écrire des bouquins, préparer mes cours, faire des choses que j'ai envie de faire. Et donc je me suis... voilà, après j'ai une recette que je suis prêt à partager avec vous. La recette, the recette. Ah ben je suis super organisé. Oui, d'accord, mais à 5h du matin, tu brosses les dents, tout non, ça. Mais je suis à l'ancienne, c'est-à-dire que j'ai un cahier qui me suit partout, dans lequel, tu écris. et Coran, qui est ma chef de cabinet, le sait. Elle a un cahier d'ailleurs, elle a un cahier. C'est mon cahier d'ailleurs. et en fait, j'ai les tâches jour par jour que je dois faire, et je me tiens à ça. Ça, c'est ma première discipline. Je fais des tâches, je me dis, voilà, alors j'en décale de temps en temps, mais quand j'ai décalé une tâche 3 fois, vraiment, ça me met mal à l'aise. Et puis, j'ai une deuxième règle, je ne me couche jamais avec plus de 10 mails dans mon non lu dans mon rider. Et donc, tu dors jamais, quoi. Alors, il faut savoir que sur LinkedIn, j'ai la chance, et je vous invite à me rejoindre, c'est un formidable réseau, le mien, mais j'ai un réseau de 160 000 followers, et j'en suis très fier. Et tu dors quand même, alors. Pardon ? Tu dors quand même avec 160 000. Et quand je poste, les gens m'écrivent, ce qui est très bien, c'est le principe d'un post. Moi, d'un réseau, j'ai toujours dit à mes amis entrepreneurs qui font gérer leur LinkedIn par d'autres, ça n'a aucun intérêt. Moi, je gère tout. Donc, ce qui n'est pas bien, c'est moi. Ce qui est bien, c'est moi. Mais quand les gens m'écrivent, la moindre des choses, c'est de leur répondre. Alors, je passe quand même un peu de temps sur ça. Mais ce n'est pas du temps perdu, parce que tous les gens qui m'écrivent me donnent des idées, m'apportent des suggestions, me proposent des partenariats, me proposent leur candidature. Avis à ceux qui veulent travailler chez SAP. Les postes sont stables depuis 5 ans. Oui. Et donc, on en sort plein de choses. Il faut juste être structuré, organisé. Après, je ne prétends pas avoir le bon modèle parce que simplement avoir un peu le temps de vivre et de faire de belles choses, c'est vachement bien aussi. Bien sûr. Donc, t'es un épicurien, t'es un sportif aussi. Tu fais quand même pas d'autre chose. Je fais du sport. Dernière question, Marc Sabaté. Donc, bravo pour l'énergie parce que c'est très impressionnant tout ce que vous nous dites. Une question à la fois aux leaders et aux managers, parce que les deux se rejoignent. Comment on fait pour bouger une entreprise comme SAP qui doit valoir plus de 150 milliards d'euros ou plus, je ne sais pas. Comment on fait pour entretenir, maintenir, développer une agilité dédiée aux clients? C'est possible ou c'est compliqué? Et après, vous, la question. Ça, alors, je vais y répondre rapidement parce que c'est une très bonne question. Ça mériterait un la valeur des SAP, c'est combien la valorisation? 150 milliards. Ah bah très bien, Marc. Ouais, bon, d'accord. Donc c'est une très bonne question. Merci, Yann. Alors à cette question, je répondrai que quand on s'appelle IBM, quand on s'appelle SAP, quand on s'appelle Microsoft et qu'on est assis sur des tas d'or, parce que c'est le cas, la base installée de ces 3 entreprises est absolument monumentale, c'est très compliqué de changer. Parce que quand il faut faire des changements, on abandonne quelque chose. On part d'un point A, il faut aller à un point B, et on se dit, si je quitte A, est-ce que je ne vais pas quitter beaucoup? Donc c'est compliqué. Il faut avoir des moteurs. Et les moteurs sont de 2 types. D'abord, il faut avoir une vraie raison d'entreprise. Alors nous, on l'a, puisque le modèle, je vous rappelle, du software est en train de basculer sur le cloud. Donc on a pris la résolution de faire un mouvement massif sur le cloud. Mais ce n'est pas une décision simple à prendre parce que
Le logiciel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est très profitable. Donc, quand on décide... C'est combien la marge sur le logiciel? Tiens, on se posait la question ce matin, à 5h10. C'est une très bonne question. Et mais à 90% près, c'est combien la marge? C'est plus de 30%. Ouais. Au-dessus. Et donc, quand on bascule, c'est pas si simple. Et ensuite, il faut un leader qui incarne ça. Alors, il faut des leaders dans les pays. On est le 5e pays la France au niveau est le 5e mondial pays pour SAP, mais on a la chance d'avoir eu un patron chez SAP Monde qui a été nommé il y a 1 an et demi, qui s'appelle Christian Klein, qui a 42 ans, et qui est arrivé sans aucun tabou en disant moi je vais transformer SAP. Et donc, évidemment, quand vous avez un patron qui arrive comme ça et qui dit moi je bouscule tous les ça défis, inspire. Ça inspire. Et puis surtout, il prend des décisions. Il prend des décisions extrêmement courageuses. Je dirais qu'il a pris des décisions aussi courageuses que celles qu'a pris, et on a vu le résultat positif, Satya Nadella quand il est arrivé à la tête de Microsoft. Je vous rappelle, Microsoft, il y a 5-6 ans, c'était quand même compliqué. Et Satya Nadella est arrivé, il a changé totalement le business model en prenant des risques. Et ma foi, ça a fonctionné. Alors, avant la dernière question, tu votes pour qui, là, en quelques semaines, là? Pardon? Tu votes pour qui? Je vote pour qui? Macron, pas Macron, tu votes pour qui? Ça, je le mettrai dans la même enveloppe. Dans la même enveloppe. On va faire un paquet d'enveloppes ici, là, c'est... Merci beaucoup d'avoir accepté ma question. Je suis américain, mais j'habite en France depuis 22 ans. Et c'était une très bonne transition pour ma question. Je suis directeur commercial dans une grande entreprise CAC 40. Je vous dirai après le nom. Ce n'est pas une maison SAP. C'est une fidèle à IBM et un autre GAFA. Et, à Capgemini. Ouais. Et la question, c'est... J'ai beaucoup entendu des SAP dernièrement, mais si vous avez 30 secondes dans un ascenseur avec mon PDG, qu'est-ce que vous lui direz pour venir chez SAP? C'est quoi ta boîte? BNP Paribas. BNP Paribas, très bien. Alors, on se croise, on dit bonjour. On fait des affaires avec BNP Paribas. On dit Monsieur Bonafé bonjour. Non, mais SAP, c'est l'entreprise qui accompagne la transformation digitale sur tous les processus de l'entreprise. Donc le but, c'est d'aider à l'agilité sur aussi bien la finance, les HR, la supply chain, tous les processus de l'entreprise, et évidemment en les intégrant. Parce que, en fait, l'intérêt de l'offre SAP, c'est que comme on est sur la totalité du scope, les clients qui ont un existant, s'ils veulent garder leur existant et prendre des briques chez SAP, ils peuvent le faire. Le client, comme Decathlon, par exemple, qui décide de prendre la totalité du scope chez SAP, welcome. Ils peuvent le faire aussi. Ils peuvent le faire aussi, et ils sont bienvenus, et ça fonctionne bien. Mais il est évident qu'on ne peut pas vendre tout partout. Mais par contre, l'idée, c'est d'avoir la capacité de donner à nos clients, par une transformation digitale, de l'agilité. Parce que cette crise de Covid qu'on vient de vivre nous a montré, alors c'est encore plus vrai pour les PME, PMI, les ETI, etc., c'est que si on n'est pas agile, ça se passe quand même, c'est compliqué, quoi, hein. Oui. Donc là, il y a eu une prise de conscience brutale de beaucoup de clients, quels que soient les secteurs d'activité, qui se sont dit, là maintenant, il faut y aller, là. On n'a plus vraiment le choix. Donc c'est ça, transformation digitale, agilité, mais surtout intégration. Parce que si vous avez un ERP qui ne parle pas à votre CRM, qui ne parle pas à votre supply chain, ça devient un tout petit peu plus compliqué. Ça marche pas. Alors, si le client a des offres concurrentes sur certaines briques, c'est pas grave, parce que, enfin, c'est pas grave, c'est pas un problème pour nous, parce que comme on comprend les différents métiers, même si on interface nos modules avec ceux de concurrents, on sait comment ça fonctionne. Au final, un CRM, c'est un CRM, on sait comment ça fonctionne. Donc, c'est ça qui est important. Et donc, moi, je dirais au PDG, si vous voulez gagner de l'argent, il faut intégrer, parce qu'il faut réduire au maximum tout ce qui est déperdition. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des économies là où il n'est pas nécessaire d'investir pour le réinvestir dans l'innovation. Ça ne sert à rien d'investir dans la gestion. Il faut l'investir dans l'innovation. Donc il faut réduire les coûts dans la gestion pour pouvoir le remettre dans l'innovation. Et là, on fait la différence.